Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont impatients de savoir ce qui s'est passé avec ce moteur, pourquoi il est mort, s'il est mort en fait. Est-ce qu'il y a des dégâts vraiment visibles à l'intérieur? Donc on va laisser en suspens un petit peu le moteur de remplacement là. Le démarrage ce sera pour le prochain épisode. Et aujourd'hui, autopsie. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où parfois on décrète qu'un moteur est mort. Ce moteur, le 1,3 litre JTD-M, il provient de l'Alfa Romeo Mito qui est derrière moi, et celui-ci a tourné à l'essence pure. Et pas 2-3 secondes, hein. Non, quelques minutes et à haut régime. Donc, il y a eu un phénomène qui s'appelle le cliquetis et il y a sûrement dû avoir des dégâts au niveau de la pompe à haute pression, au niveau des injecteurs, au niveau des chambres de combustion, peut-être même au niveau des coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin. Alors, est-ce que j'avais raison ? Est-ce que ce moteur est vraiment mort ? Eh bien, aujourd'hui, on va le savoir. Je vais l'ouvrir et puis on va inspecter tout ça. Alors, la première chose qui peut se produire quand on fait tourner un moteur diesel à l'essence, c'est un impact au niveau de la pompe à haute pression, parce que l'essence, c'est un carburant qui est beaucoup plus sec que le gasoil, et la pompe à haute pression, elle a besoin de ce côté huileux du gasoil pour se lubrifier en interne. Et donc, si on fait tourner cette pompe à haute pression à l'essence, eh bien, dedans, comme ce sera plus lubrifié, ça va produire de la limaille qui va être transmise ici dans la rampe d'injection et qui va se retrouver dans les injecteurs. Première chose que je vais faire là, je vais démonter la rampe d'injection et puis on va regarder s'il y a encore du carburant dedans et s'il est chargé en limaille ou pas. Alors j'ai déjà viré le reniflard. Toc. Ça, il n'y en a plus besoin. Alors, je vais enlever le capteur là. C'était peut-être pas du 27. Si, le 26 n'a pas l'air de... Est-ce que ça rentre le 26 ? Non, ça n'a pas l'air de rentrer. Bon. Est-ce que ça a tourné ou est-ce que ça s'est arrondi? Ça s'arrondit. Voilà. Ok, je vais pas pouvoir ouvrir là. Je vais peut-être ouvrir de l'autre côté du coup. Je viens de bousiller mon outil. Donc pour l'instant de la limaille il y en a. C'est moi qui viens de la faire. Je vais prendre un aimant. Bon, et bien on va dévisser les tuyaux, les injecteurs. Ça se passe étonnamment bien. Ok, et maintenant la rampe. Donc là, ça commence à sentir l'essence, ça coule déjà. Alors oui, je vois de la limaille. Est-ce que vous voyez là? Au bout de mon doigt, ça c'est de la limaille. Allez, on continue le démontage.
enlever le capteur là de la pompe. Il y a un petit peu d'essence qui a coulé. Alors, est-ce que ça vient? J'ai nettoyé le bac là. Hein. Ok. Alors, on va démonter ça. Pour l'instant, je vois pas de limaille. Ok. Là, en dessous non plus. Je vais nettoyer le bac. Ok, comment ça se démonte si on veut aller plus loin? Bon, ça a l'air de visu comme ça, je dirais que c'est correct, mais peut-être une usure là. Hein, on voit qu'il y a une zone usée là. Donc là, je sais pas trop. Hein. Je suis pas expert dans le domaine. Mais là, ça a l'air d'être un peu usé. Je vois pas de limaille dedans. C'est une sacrée pièce, la pompe de pression quand même. Hein. Bon, j'ai trouvé de la limaille dans le common rail là, j'en ai pas trouvé dans la pompe. Est-ce que ces traces d'usure là, est-ce que c'est normal ou pas? Moi je suis pas dieseliste, je saurais pas dire. Donc s'il y en a parmi vous qui sont experts dans le domaine, on attend votre avis dans les commentaires. Maintenant, deuxième problème qu'il y a à faire rouler un moteur diesel à l'essence, c'est que quand, dans le cycle 4 temps du moteur, quand le piston remonte et que l'essence est envoyée, l'essence explose, entre guillemets, il y a de l'autocombustion de l'essence qui arrive, et ça se fait avant que le piston soit arrivé en haut. Donc, il y a la combustion de l'essence, le piston continue de comprimer les gaz, donc ça élève en température les gaz qui étaient déjà pas mal chauds dans la chambre de combustion, et là, normalement, ça fait des dégâts visibles soit sur le piston, soit à l'intérieur de la culasse, au niveau des soupapes, des sièges de soupape. Donc bon, deuxième étape, démontage de la culasse. Donc j'attaque, j'enlève la chaîne de distribution et on déculasse. Arrive la phase amusante de l'extraction des injecteurs. J'ai assez peu d'espoir. Hein. J'ai essayé de les tourner comme ça un petit peu. Il n'y a rien qui bouge. Mais bon, on essaye quand même. Hein. Voilà, donc à part m'éclater la main. Il n'y a rien qui bouge. Mon petit doigt me dit que j'ai eu raison de ne pas me lancer dans le changement de joint de culasse de ce moteur. J'aurais pas été très loin. Ça m'aurait fait pas mal de boulot et le démontage là n'était vraiment pas garanti. Hein. Bon, je vais essayer avec le marteau le plus puissant que j'ai. Ça fait mal, mais ça ne bouge pas. Ah si, ça vient. Ok, celui-là vient. Ça gêne par contre. Il y a la bride entre les deux qui gêne. Ok. Ok. En voilà deux. Ok, le couvre-culbuteur est retiré. Il est là. Il vient avec les arbres à cam.
Et ce que je vous avais dit, hein, c'est que ces arbres à cam là, ils sont directement synchronisés avec ces pignons là. Quand il y en a un qui tourne, l'autre tourne aussi. Donc quand on fait la distribution, il suffit de piger un des deux arbres à cam et on est bon. Ça c'est bien ça. Un truc qui est moins bien, c'est les vis de culasse. Elles sont là et j'ai l'impression que c'est une empreinte un petit peu exotique. Alors j'ai du torque 60, ça rentre pas. Tout juste, mais ça ne rentre pas. En dessous du torque 60, c'est le torque 55. Ça rentre, mais là, ça... il y a beaucoup trop de jeu. Qu'est-ce que c'est que cette empreinte-là? C'est pas du Torx, en fait. C'est autre chose. Bon, je vais même pas essayer de dévisser avec les outils que j'ai, là. Ça va pas aller. Je sais exactement où ça mène. Hein. Ça va arrondir l'empreinte dedans. Et après, là, je serai bien bloqué. Je pourrai pas démonter. Donc, je commande l'outil. Je vous retrouve dans quelques jours. Enfin, pour vous, c'est tout de suite. Moins de 24 heures plus tard, j'ai été livré. Merci à tous les livreurs Amazon qui font un travail formidable. Ouais, c'est bien de ça dont j'ai besoin. Allez, on déculasse. Ouais, ça va pile dedans. Impeccable. Ces embouts là, ce sont des embouts RIB, contraction du nom de son inventeur Richard Bergner, Jawohl. Et bien si vous les cherchez, lien dans la description. Avant de déculasser, on va parler un petit peu de théorie. La culasse qui est ici, elle est en aluminium, enfin en alliage d'aluminium. Le bloc ici en dessous, il est en fonte d'acier. On voit qu'ici, la fonte, ça rouille. L'aluminium, ici, ne rouille pas. L'aluminium, c'est un métal qui fond, qui passe de l'état solide à l'état liquide à environ 600 degrés. Dans une chambre de combustion, on atteint facilement les 600 degrés. Les gaz d'échappement qui sortent de l'autre côté du moteur, là, ils sortent à environ 900 degrés. Et la flamme, elle peut atteindre des pics à 2000 degrés. Alors question, comment ça se fait que le haut de la chambre de la combustion, qui est constitué là de la culasse, ne fond pas. C'est exposé à un environnement à 2000 degrés, l'aluminium fond à 600, ça devrait fondre là-dedans. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est le système de liquide de refroidissement. Ça passe à l'intérieur de la culasse, proche des chambres de combustion, du dessus des chambres de combustion. Et le liquide de refroidissement, il est maintenu toujours à 90 degrés. Donc tant qu'il y a du liquide qui est juste derrière la chambre de combustion, qui est là pour prendre les calories de la chaleur de la combustion, ça se passe bien. Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'une dame qui fait chauffer de l'eau dans un sac en plastique. Le sac en plastique ne fond pas parce que l'eau dedans absorbe toutes les calories. La deuxième raison, c'est que l'aluminium est un excellent conducteur thermique. Ça veut dire que quand il y a de la chaleur d'un côté, ça conduit la chaleur à travers l'aluminium très rapidement de l'autre côté. Et comme le liquide est maintenu à environ 90-100 degrés, la culasse en elle-même, même à l'intérieur des chambres de combustion, elle atteint les 250-300 degrés max. Donc elle ne fond pas. Ensuite, comme c'est un moteur 4 temps, la flamme, elle n'est pas permanente, d'accord? La combustion est très rapide, donc c'est juste un pic à 2000 degrés, qui est très très court, et vous avez déjà fait l'expérience, si vous prenez une bougie et que vous passez votre doigt dans la flamme, rapidement, vous sentez quasiment pas la chaleur. Et enfin, dernier effet qui protège la culasse, qui l'empêche de fondre, c'est ce qu'on appelle la couche limite protectrice. En mécanique des fluides, quand il y a un gaz chaud qui est en contact d'un métal relativement froid, donc une culasse à 200 degrés, c'est 10 fois plus froid qu'une flamme à 2000 degrés, il y a une fine couche de gaz qui reste le long de la paroi à la température de la culasse. C'est vraiment des dixièmes de millimètre, ça s'appelle la couche limite thermique, et ça protège la surface de la culasse. Et ça, quand on fait tourner un moteur diesel à l'essence, la combustion de l'essence va se dérouler de manière totalement anarchique dedans, il va y avoir des points chauds qui se créent, et ça va dégager cette limite, cette couche limite thermique de gaz qui protège la culasse. Donc là, normalement, si on ouvre, on devrait voir des dégâts visibles sur la culasse, peut-être même au niveau du piston, mais voilà. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on va vérifier si la théorie est vraie. Ou si je dis n'importe quoi et qu'en fait ce moteur était bon pour faire encore 300 000 km. Ok, moment de vérité.
Donc là, cette poussière qui se retrouve dans les pistons, il y a un sacré tas. Hein. En fait, c'est rien du tout, c'était toute la crasse qui était accumulée le long des injecteurs, là. Quand je les ai sortis, ben, c'est tombé dedans. Alors, inspection. Ça a l'air, en fait, ça a l'air tout bien tout ça. Je vois pas de dommages particuliers. Alors certes, il y a une couche de suie, mais il n'y a pas de dommage au piston. Hein. Pas de dommage non plus dans les cylindres, en tout cas les deux qui sont là. Ça a l'air bien. Là, ici, le bord est assez prononcé. Là. On va voir, je vais faire tourner le vilebrequin et puis mettre au point mort. Ou en tout cas, ici, au niveau du joint de culasse, tout a l'air bien. Là, je vois pas de passage d'un piston à l'autre ici. Ça peut être les zones les plus vulnérables. Ça a l'air d'être bien. Tout le tout ici, ça a l'air d'être bien aussi. Au niveau de la culasse, les chambres de combustion, bah pareil, elles ont l'air d'être ok. Hein. Je vois pas d'attaque franche de la surface. Donc, il y a une couche de suie. Là, peut-être, dans le coin de la soupape, là, ça a peut-être un peu chauffé. On voit les bords des sièges de soupape qui sont un peu blanchis. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose d'alarmant à ce niveau-là. Peut-être ici un petit peu, là, c'est un peu blanchi. Au niveau du joint de culasse, bah, c'est pareil, hein, il a l'air d'être bien. Un petit peu rouillé, là, au niveau des passages d'eau, mais c'est pas grand-chose. Hein. Tout ça, ça a l'air d'être correct. De l'autre côté, ça va aussi. Hein. Entre les cylindres, là, on est bien. Hein. Je vois pas de dommages évidents, là. Et là, au niveau de la culasse, ben non, ça a l'air d'être bien. Hein. Ok, il y a de la suie, mais pas l'air d'avoir de soupape vraiment tordue ou quoi que ce soit. Elle dépasse tout à peu près de la même manière, là. Mais alors, est-ce qu'on m'aurait menti? Est-ce que la théorie dit n'importe quoi? Visuellement, là, ce moteur, il a l'air d'être bien. Alors, il y a autre chose qui s'est passé, hein, c'est que comme il a tourné à l'essence, il y avait du cliquetis. Et le cliquetis, normalement, bah, c'est assez mauvais pour les pistons, les bielles, les coussinets de bielle, voire les coussinets de vilebrequin. Donc, maintenant qu'on y est, hein, je vais démonter le bas du moteur et puis on va regarder ça. Il y a quand même un truc qui m'intrigue, c'est la hauteur ici du bord noir. Donc ça, c'est exposé à la combustion. Je suis étonné. Voilà, je vais faire tourner le moteur jusqu'au bout là, à fleur. Donc bon, ça doit être simplement l'espace qu'il y a pour atteindre le premier segment. Ouais, ça atteint bien le bord. Donc, les bielles n'ont pas l'air d'être tordues. Hein. Sinon, les pistons ne remonteraient pas à la même hauteur ici. Donc pareil, les cylindres là-dedans, tout est bon là. On a même encore les traces de haunage qui sont mises régulièrement sur toute la surface du cylindre. C'est dingue. Bah en tout cas robuste, hein, le 1,3 litre JTDM. Allez, je démonte le bas. Bon, écoutez, jusque-là, tout est nickel. Hein. Les paliers du vilebrequin, là, c'est parfait. J'ai pas de traces d'usure à ce niveau-là. C'est vraiment ultra lisse, neuf, il n'y a pas de stries. Au niveau ici des coussinets, ils sont aussi plutôt chouettes, là, c'est plutôt propre tout ça. Il y a peut-être une légère usure sur le côté, là. Franchement, pour un moteur de 180 000 km, c'est bon, là c'est peut-être un peu usé ici. Mais ça va quand même. Hein. J'ai vu des paliers d'Arbracam beaucoup plus abîmés que ça. Bon, alors je sais pas si tu vois, mais ton moteur il est peut-être pas dans une santé d'enfer là. Tu vois toutes ces rayures là? Ouais. Au niveau des paliers. Alors j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as un moteur à moitié crevé là, tu vois. On sent bien les rayures à l'ongle. Ouais. Donc à partir du moment où tu sens à l'ongle,
C'est un peu foutu, quoi. Ok. Au niveau du jeu des bielles ici, j'ai démonté les deux là. Elles n'avaient pas de jeu. Celle-ci non plus. Par contre, celle-là. Celle-ci a un peu plus de jeu traversal que celle-là. Mais c'est franchement infime. Je pense pas qu'il y ait vraiment de soucis. Je démonte, on regarde l'état des coussinets. Là, c'est nickel. Là, pareil, hein, légère trace d'usure, mais je pense pour 180 000 km, ça m'a l'air d'être bon tout ça. Hein. En tout cas, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Allez, je sors les pistons. Eh bien, première fois de ma vie que je sors un vilebrequin d'un moteur. C'est sympa comme expérience. Puis en mécanique, il y a toujours des choses qu'on fait de nouveau. Donc là, tout ça, ça me paraît parfait en fait. Hein. Franchement, ce vilebrequin est nickel. Je sens aucune strie. Vraiment rien. Le truc, il est neuf, quoi. Je vous rajoute une lumière pour que vous voyez les différents reflets. Tout ça, ça va bien. Ici, les coussinets de vilebrequin. Ah, c'est pareil. Hein. Ça a l'air impeccable. Est-ce que je peux les sortir pour qu'on voit en dessous? En dessous, c'est pareil. Hein. Nickel. Là, quelques légères traces, mais... Franchement, au doigt, je sens rien. Ici, sur le bloc, c'est bon aussi. Hein. Donc voilà, hein, je vais pas tous les faire, à mon avis. À mon avis, c'est pareil pour les autres. Hein. Au hasard, ouais, tout est bon. Hein. Il n'y a aucun souci. Ça peut repartir neuf sur eBay. Ici, au niveau des pistons, coussinets de bielle et bielle, tout va bien. Hein. Les bielles n'ont pas du tout bougé. Il y a un petit peu de jeu là, oui bien sûr transversal, c'est normal. Il n'y a pas de jeu axial. Les segments sont bien. Enfin, tout est bien. Hein. Le coussinet de bielle là, il est impeccable aussi. Est-ce que je peux le sortir? Voilà. Une légère marque là, mais c'est rien quoi. C'est rien. Pour un moteur 180 000 km, une fois de plus, ça c'est neuf. Hein. Ouais, franchement. Franchement, ça va. L'intérieur ici de la bielle. Neuf. Mais c'est pareil pour les autres. Hein. Ok. Donc là, il n'y a pas eu de dommages. Bon, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Est-ce qu'on serait pas là sur le plus gros fail de la chaîne? Est-ce que j'aurais pas décrété que ce moteur était mort un petit peu trop abusivement? Parce que là, force est de constater que une fois démonté, il n'y a rien d'évident là. Il m'a l'air d'être tout à fait correct ce moteur. Joint de culasse ça va, les chambres de combustion là de la culasse ça va, les pistons ça va, les bielles ça va, le vilebrequin ça va, tous les coussinets ça va. Donc voilà. Alors juste éventuellement. Il y a peut-être un peu de limaille donc, qui est sorti de la pompe haute pression. Limaille qui a, à ce moment-là été dans les injecteurs. Mais peut-être que simplement changer les 4 injecteurs sur ce moteur et il aurait pu repartir. C'est quand même fou ça, parce qu'avec le cliquetis de fou qu'il y a eu, je pensais qu'il y aurait eu vraiment des dégâts au niveau des coussinets là, de bielle au moins. Mais là rien quoi. Ça claquait vraiment fort. Hein. Alors est-ce que simplement en purgeant le carburant, en lui remettant du gasoil, ce moteur serait reparti? J'en sais rien. En tout cas là, j'ai pas envie d'essayer là, hein, maintenant qu'il est tout démonté là. Il va rester comme ça. Alors est-ce que ça veut dire que j'ai fait tout ce travail pour rien là, de remplacer le moteur par un moteur d'occasion? Bon,
Je pense quand même pas, hein, parce que là elle va repartir avec une chaîne de distribution neuve, l'admission est bien décrassée, la vanne-gère est bien décrassée, il y a des pièces neuves qui sont mises dessus, nouveau thermostat, il y a des nouveaux supports moteurs. Elle va repartir là avec un bon moteur, enfin normalement. Hein. Si tout va bien, ce moteur là n'a pas été alimenté en essence, maintenant on a vu qu'il avait fait pas mal de villes, donc bon. Bon, en tout cas, il est 2 ans plus jeune. Ouais, on ne sait pas, on verra quand ça démarre. Alors pour ma défense, au moment où j'ai fait le diagnostic de ce problème moteur, tous les symptômes me faisaient penser à un problème de joint de culasse. J'étais vraiment pas au courant qu'il y avait eu un problème de carburant, qu'elle avait mis de l'essence à la place du gasoil et beaucoup d'essence. Maintenant, dans tous les commentaires sous cette vidéo, il y en a eu plusieurs centaines, bah, vous avez été plusieurs là à me dire qu'il y avait eu un problème de carburant. Hein ? Bien malin celui qui aurait pu deviner. Malgré tout, on a quand même appris pas mal de choses. Sachez que si vous avez un problème de carburant comme ça, eh bien si votre garagiste vous dit qu'il faut changer le moteur, bah peut-être pas en fait. Hein. Surtout si il y a eu qu'une petite proportion d'essence dedans mélangée au gasoil. Je pense que ça va, vous purgez, vous remettez du gasoil et normalement ça repart. Moi là, de ce que j'ai vu, c'est que même dans le pire cas, dans le pire scénario, parce que là il a tourné à 100% d'essence, je ne vois pas de dégâts apparents. Je compte sur vous mes feignasses pour me dire tous vos avis en commentaire, ce que vous pensez de tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de professionnels parmi vous, donc même s'il y a des dieselistes parmi vous, on attend tous d'avoir votre point de vue d'expert sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors maintenant, le suspense est entier. Il faut vraiment que le moteur de remplacement démarre, là, hein, et qui marche bien. Parce que là, si ça se trouve, j'ai démonté un moteur qui marchait et j'en ai mis un dedans qui ne marche pas. On verra ça dans le prochain épisode. Pour ne pas le manquer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits, j'avais pas de produits. Si vous cherchez les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de cette Alfa Romeo miteuse en dessous. Un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Moteur et Rock'n'Roll. J'y crois pas quand même, le fail. Voilà, c'est comme ça.